Alors nous allons amorcer maintenant notre séance de remise des prix. C'est le professeur Marbet, en l'absence actuelle de notre président et vice-président de l'Académie, qui va en la matière officier. Je vais donc lui céder la parole. Merci, Monsieur Casimir, pour cette affaire perpétuelle. Je pense que nous commençons par le dernier prix, le prix du docteur et de Madame Kuipers van Kout, consacré à l'environnement et la santé. Le lauréat, c'est Monsieur Simon Dellicourt, qui sera présenté par Madame Debarati Guassari. Messieurs et Mesdames, j'ai l'honneur de présenter le lauréat de le prix de Monsieur et Madame de Kuipers et Eckhout, le docteur Simon Dellicourt. Comme mon français parlé n'est pas tout à fait à l'auteur de l'Académie, vous allez me permettre de continuer en anglais. Voilà. So, Simon Dellicourt was awarded the Dr. and Mrs. de Kuipers van Eckhout 2024 Prize for the Environment and Health. He was selected among 4 highly qualified candidates for his work on spatial and molecular epidemiology, focusing on the impact of environmental factors on the dispersal dynamics of viruses. His research examines the effects of ecological, climatic, and anthropogenic factors on virus dispersal, aiming to unravel the links between these external factors by bridging the gap between spatial and molecular epidemiology. Dr. Dellicourt's age score of 32 at his career stage and extensive publications in peer-reviewed journals led the jury to conclude that he richly deserves this prize. Simon is a bioengineer from the University of Louvain with a PhD from the Free University of Brussels, ULB. And he did his postdoctoral work at the University of Oxford and also in KU Leuven. He became a permanent researcher for the FNRS, very prestigious recognition, in 2018, and a scientific collaborator at the very renowned Rega Institute in KUL, focusing on evolutionary and computational virology. In 2023, Simon was appointed head of the Spatial Epidemiology Laboratory at ULB, where he oversees a research of a very large team. Simon's research is highly relevant today and indeed for the foreseeable future. And I think that is one of the important aspects of this prize, to present it to somebody who has looking forward and doing something for the future rather than things that it's done in the past. It explores the emergence and spread of diseases and of invasive species. So, and we'll see a little later what kind of work he does. He is currently involved in large-scale studies on the impact of climate and land use changes on the decline of wild bee populations. As many of you will probably be aware that bee populations are an extremely important indicator of environmental degradation. It's a key driver of negative environmental change. During the COVID-19 pandemic, he and his team established an efficient genomic surveillance platform that networked Belgian laboratories throughout the country to sequence viral genomes collected across Belgium. This model is particularly valuable as it can be reactivated in future crises of this sort. Dr. Dellicourt's innovative research spans molecular epidemiology, spatial modeling, environmental conservation, and human health. Furthermore, he has an outstanding record in transformative sciences, which is a very key aspect of research of young people today. He explores issues closely linked to health and environmental policy and engages with a wide array of stakeholders and decision makers. So he works on both research, which is quite theoretical,
and then moves into policy and decisions. On behalf of the jury, Professors Nathalie Delzen, University of Louvain, Sebastian Engelborgs, Vrije University Bruxelles, Babs Lemons, National Cell Environment Health, Ben Nemery, KU Leuven, and myself, Deborah Tigora-Sapir, University of Louvain, and the audience. We congratulate Dr. Delicourt on this recognition and wish him the best for the future. Un immense merci, chers collègues, pour cette introduction. Je suis vraiment très touché par vos mots. Alors, donc, je vais rapidement prendre la parole pour vous présenter en 5 minutes un petit peu mon projet de recherche principal et qui a fait l'objet de ce prix. Donc, le titre de mon projet de recherche principal, c'est d'essayer de combler le fossé qu'on a aujourd'hui entre épidémiologie spatiale d'un côté et épidémiologie moléculaire de l'autre, pour essayer de répondre à des questions qui sont hors de portée des approches traditionnelles, comme par exemple comprendre l'impact de facteurs écologiques et externes sur la propagation des virus. Alors, quand on parle d'épidémiologie moléculaire, de quoi parle-t-on exactement? L'épidémiologie moléculaire, c'est une sous-catégorie de l'épidémiologie où on va exploiter la très très grande variabilité génétique qu'on a dans les pathogènes pour essayer de répondre à des questions épidémiologiques. Pour parler de choses un peu plus concrètes, j'emprunte ici une illustration qui a été réalisée par un de mes collègues de l'université de Yale. On peut effectuer 4 grandes catégories d'investigation en épidémiologie moléculaire. Premièrement, on peut analyser l'information génétique qui est contenue dans un pathogène pour identifier le pathogène responsable d'une épidémie ou d'une pandémie. Parlons concrètement, c'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. On est fin 2019 en Chine, dans la région de Hubei, et il y a une série de cas de pneumonie qui sont suspects. Et on a très très vite, quand je dis on, les scientifiques chinois ont très très vite extrait et séquencé le génome du pathogène responsable. On a pu identifier qu'il s'agissait d'un virus, qu'il s'agissait d'un virus de la famille des coronavirus, et qu'il était proche du SARS-CoV-1, et on a nommé le SARS-CoV-2. Deuxièmement, on peut utiliser l'information génétique qui est contenue dans les pathogènes pour obtenir le contexte épidémiologique d'une épidémie. Par exemple, quelle est l'origine animale, si on parle d'une zoonose. Dans le cas du SARS-CoV-2, c'est toujours des débats et des discussions qui sont en cours, par exemple. On peut aussi utiliser l'information génétique pour comprendre la fréquence des événements de spillover, c'est-à-dire la fréquence à laquelle un virus rentre et sort, par exemple, dans une population animale. Troisièmement, si on a un échantillonnage qui est communautaire et très précis au niveau d'une communauté, on peut carrément essayer de reconstruire ce qu'on appelle une chaîne de transmission. C'est par exemple ce qu'on a fait en Belgique pour essayer de comprendre l'impact des événements d'introduction dans les maisons de repos, qui était un peu notre talon d'Achille lors de la première vague de la COVID-19. Et quatrièmement, on peut utiliser l'information génétique qui est contenue dans les pathogènes pour essayer de reconstruire les événements de dispersion d'un virus à longue distance. Et ça, c'est ce qu'on fait en particulier dans mon équipe de recherche, et on fait ça grâce à ce qu'on appelle l'analyse phylogéographique. Alors, sans rentrer dans des considérations trop techniques, l'analyse phylogéographique, c'est quoi? Ça consiste à prendre un arbre phylogénétique et à le placer dans le temps et dans l'espace. Donc vous avez vraiment les relations évolutives entre les virus que vous étudiez, et vous venez mettre cet arbre sur une carte. Alors prenons un exemple très simple. On a 4 virus qui ont été échantillonnés dans une même épidémie. Donc une même épidémie qui a lieu par exemple en Europe. On a pour ces 4 virus la position et le temps d'échantillonnage et le génome. Et grâce à l'inférence phylogéographique, on va conjointement inférer l'arbre phylogénétique, qui est à gauche ici, et qui représente donc les relations évolutives qu'on a entre nos 4 échantillons, et la position des nœuds internes de cet arbre, c'est-à-dire les petits carrés dans ma figure. Et au final, toutes les branches de l'arbre phylogénétique vont être placées dans un contexte spatialement explicite. Et on va donc finir par avoir une série de vecteurs de mouvement qui sont tous associés à un temps de dispersion. Et dans mon équipe de recherche, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'exploiter ces vecteurs de mouvement qui ont été obtenus grâce à l'inférence phylogénétique et phylogéographique pour comprendre l'impact de facteurs environnementaux. Alors je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais comme j'ai un temps relativement limité, j'ai décidé de prendre un exemple d'une étude qui date déjà un peu, qu'on a publiée en 2018 et où on a étudié l'histoire de dispersion du virus Ebola lors de l'épidémie de 2014-2016 dans l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une épidémie qui a eu un impact très, très important dans la région, et c'est une des premières épidémies pour lesquelles on a eu autant de génomes qui ont été séquencés et qui ont pu être exploités pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord effectué notre inférence phylogéographique, c'est ce que vous voyez à gauche sur l'écran. Donc en fait c'est l'arbre phylogénétique qui est cartographié, et ça nous donne une image assez précise de l'histoire de dispersion de notre virus. Et une des questions auxquelles on s'est intéressé, c'est l'impact des frontières internationales
et de la décision politique de fermer ces frontières sur le cours de l'épidémie. Alors pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on avait fait? On a comparé notre inférence, qui correspond plus ou moins à notre observation, à des simulations. On est en fait venu resimuler le long de l'arbre phylogénétique une histoire de dispersion. C'est ce qu'on appelle un modèle de dispersion nulle, et en fait c'est une simulation où on a pu contrôler les paramètres. Et le paramètre qu'on a contrôlé ici, c'est que les facteurs environnementaux comme la position des frontières n'avaient pas d'impact sur le cours de l'épidémie. Donc à gauche, on ne sait pas si ça a eu un impact, les frontières internationales, et à droite, on sait que ça n'a pas eu d'impact vu que c'est ce qu'on a simulé. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a comparé pour chaque mois le nombre de fois que les branches de l'arbre phylogénétique traversaient une frontière internationale. Et c'est le résultat que vous avez sur le graphique du dessus. Les courbes bleues, c'est le nombre de fois que mes observations ont traversé une frontière internationale. Et les courbes grises, c'est le nombre de fois que dans les simulations, on a une branche de l'arbre phylogénétique qui traverse une frontière internationale. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a, dans la réalité, une tendance plus faible à traverser les frontières internationales. Et cette différence est même significative pour 3 mois consécutifs, septembre, octobre et novembre 2014. Et ces 3 mois suivent en fait la décision politique des 3 principaux pays impactés par cette épidémie de fermer leurs frontières internationales. Donc ici, grâce à l'inférence phylogénétique, grâce à l'analyse génétique des génomes du virus Ebola, on a pu démontrer formellement que la décision d'avoir fermé les frontières internationales a bien eu un impact sur le cours de l'épidémie. Alors pourquoi c'est important? Eh bien entendu, la décision de fermer une frontière internationale a de lourdes conséquences socio-économiques pour les régions concernées. Donc il était intéressant de savoir si oui ou non, cette stratégie d'intervention avait eu un impact sur le cours de l'épidémie. Alors juste brièvement, pour être sûr que ce n'était pas juste un résultat artefactuel, on a réeffectué exactement la même analyse, mais cette fois-ci en considérant les frontières subnationales qui sont représentées en vert sur la petite carte au-dessus. Et là, on ne détecte aucune différence significative entre les deux. Donc, les frontières internationales ont bien eu un impact, les frontières subnationales n'ont pas eu d'impact. Voilà, c'était juste pour vous donner une illustration du type d'analyse qu'on effectue pour essayer de comprendre l'impact des facteurs environnementaux au sens large du terme sur le cours d'une épidémie. Merci beaucoup pour votre attention. Le vice-président de l'Académie, le professeur Margot, remettre le diplôme avec M. le ministre et Madame la Présidente du jury à M. Delicourt.